Madame, Monsieur, bonsoir. L'investissement et le projet de loi de finances sont au cœur de l'actualité nationale. Nous les traitons ce soir sous le prisme de l'industrie pharmaceutique. Investissement d'abord avec la mise en place d'un écosystème de la filière dans le contrat programme qui réunit d'un côté les ministères de la Santé et de l'Industrie et de l'autre le patronat ainsi que les 3 associations professionnelles pharmaceutiques. Ce contrat programme, rappelons-le, a été signé fin septembre dernier dans le cadre du bilan de la Banque de projets d'import-substitution du ministère de l'Industrie. Quid alors du bilan de l'ancien contrat programme 2015-2020 et comment les objectifs du nouveau contrat programme quinquennal devraient être atteints, soit les 15 milliards de dirhams de chiffre d'affaires supplémentaires et les 16 000 emplois visés. Réponse dans cette émission. Par ailleurs, l'autre sujet que nous débattrons ce soir est celui de la fiscalité. À la veille du dépôt au Parlement du projet de budget 2023, l'exécutif laisse entendre qu'il faudrait tout simplement supprimer le paiement de TVA sur les médicaments, et ce pour rendre les soins de santé moins chers et plus accessibles aux Marocains. Suppression ou réduction des taux, ministère. En face, les industriels plaident plutôt et aussi pour la réduction d'impôts sur les achats de machines et autres investissements, ainsi que sur les intrants, taxés respectivement de 20 et de 7%. Les professionnels défendront leur position sur ce plateau. Le président de la FMIP se joindra à nous dans quelques instants. Nous aurions, cela dit, souhaité entendre la position du ministère de la Santé, mais une nouvelle fois, aucune réponse à notre demande pour participer à l'émission. Et c'est bien dommage car nous aurions souhaité avoir leur avis, leur position, mais aussi avoir plus d'éclairage par rapport à l'écosystème, bien sûr, pharmaceutique, parce que c'est le thème de l'émission ce soir et parce que l'ambition du Maroc est d'atteindre cette souveraineté sanitaire. Nous aurions posé certaines questions aussi sur la généralisation de la protection sociale, l'état d'avancement de la préparation du ministère pour la date butoir du 1er janvier 2023. Il y a la question de la fiscalité, mais aussi celle de l'Agence nationale du médicament. Mais en vain. Voilà. Pour répondre à nos questions, nous avons en revanche des experts qui sont présents sur le plateau de questions d'actu ce soir. Abdelhakim Zalim, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert international en médicaments avec bien sûr une expérience avérée dans d'ailleurs le secteur public. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Et en face, j'ai un plaisir renouvelé d'accueillir Abdelmjid Belaiche, expert en industrie pharmaceutique et membre de la Société marocaine de l'économie des produits de santé. Bonsoir Abdelmjid Belaiche. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Alors, comme je le disais en introduction, Mohamed El Bouhmadi, président de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique, va se joindre à nous dans quelques instants. Alors, à la veille, justement, de la généralisation, et nous sommes dedans, hein, dans ce chantier de généralisation de la protection sociale, où en sommes-nous? Diagnostic, messieurs, je commencerai par vous, professeur Zalim. Merci pour l'invitation. Donc, je pense qu'il faut qu'on place les choses dans le contexte. C'est vrai, donc nous sommes pendant 10 ans, c'est le 3e contrat programme. Il y avait celui de 2013-2023, il y avait celui de 2015-2020. Ce sont des programmes dans lesquels on n'a pas fait d'évaluation, on n'a pas vu les taux de réalisation et combien ça a coûté. C'est vrai, ce programme-là, 2022-2027, il vient dans un contexte vraiment spécial. C'est un contexte, c'est après le Covid, donc automatiquement, il faut repositionner l'industrie pharmaceutique ainsi que l'industrie des produits de santé pour assurer la souveraineté sanitaire du Maroc, premièrement. Et deuxièmement, nous sommes à la veille de la généralisation de la couverture médicale universelle. Normalement, il faut quand même repositionner l'industrie pharmaceutique parce que l'industrie pharmaceutique, on peut dire, c'est l'une des clés de réussite de la couverture médicale universelle, surtout sur le plan financier, sur le maintien de l'équilibre financier de cette couverture médicale. Donc, parce qu'un bilan a été fait notamment de ce contrat programme 2015-2020. Non, il n'y a pas de bilan. Et vrai. Vous, en tant que professionnel, bien sûr, on ne va pas faire un bilan en bonne et due forme, mais en tout cas, votre retour sur les résultats de ce contrat programme sont-ils mitigés? Non, ce n'est pas mitigé. C'est-à-dire qu'on n'a pas atteint les valeurs qui ont été annoncées pour plusieurs raisons. Parce que lorsque vous avez un contrat programme qui est géré par plusieurs départements, donc ça posera le problème de coordination.
Oui. D'accord? Et ça posera le problème de compétences. Et ça posera problème même de gouvernance via le projet. Parce que vous avez par exemple 4 ministres, chaque ministre il a beaucoup de choses à faire et on n'a pas coordonné entre les ministères faire le projet. Je dis par exemple, d'un côté, ce qui m'intéresse moi, c'est le côté santé. Donc on a vécu une période sur le ministère de la Santé, dit le vide. Donc on avait un vide. C'est-à-dire? Un vide, c'est-à-dire on avait un département qui était géré par quelqu'un incompétent. Je dis. Donc, Quelle période? De 2015 à 2020? Non, il n'a pas fini son mandat. Non, c'est-à-dire, moi je dis de 2019 à 2009 à 2019. D'accord? Cette période-là, on avait des objectifs, c'est-à-dire en matière d'augmentation de chiffre d'affaires, en matière de chiffre d'affaires à l'exportation et en matière de création d'emplois et en matière de balance commerciale. Ce qu'on a vécu, c'est que pendant cette période-là, on a vécu la prolifération de laboratoires qu'on peut dire fantômes. Ça, c'est un fait. Et deuxièmement, la balance commerciale qu'on voulait atteindre une certaine valeur, on a vu que la majorité des autorisations de mise sur le marché, ils étaient à l'importation, alors que les produits peuvent être fabriqués localement. Donc cette période de vide, de 10 ans quand même. De 10 ans, oui, de 10 ans. C'est une période qui était vraiment catastrophique pour la direction des médicaments de la pharmacie. Et maintenant, l'impact de ces 10 ans de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance, il est toujours là et ça influence sur ce qui va venir. Parce que une direction qui gouverne un secteur d'industrie pharmaceutique d'une grande importance et qui les moyens ne sont pas équilibrés, donc on ne peut pas avancer dans ce système-là. Alors, votre diagnostic, il n'est même pas mitigé, il est bien plus que mitigé. Hein. Abdelmejid Belaiche, est-ce que vous partagez ce qui vient d'être évoqué par professeur Zalim, aussi, surtout, le contexte dans lequel intervient ce nouveau contrat-programme donc, pour l'industrie pharmaceutique, et peut-être aussi un mot, comme je disais, pour compléter le bilan de ce contrat-programme 2015-2020. Alors, je confirme tout ce qui a été dit. Effectivement, le secteur pharmaceutique, il est passé par une période de passage à vide avec du n'importe quoi qui se faisait, des laboratoires fantômes autorisés alors qu'ils n'avaient même pas les murs pour importer des médicaments de je ne sais où. On parle de quels médicaments? De tout. On parle de compléments alimentaires ou on parle vraiment de médicaments? Non, de médicaments. On parle bien de médicaments, et de médicaments essentiels, mais qui malheureusement étaient en violation d'ailleurs de la loi 1704, qui dit que pour avoir les AMM, il faut avoir un site de fabrication déjà. Et donc, vous voyez, c'était vraiment du n'importe quoi. Alors aujourd'hui, quand il s'agit de faire déjà le bilan de ce qui s'est passé. Il y a un premier contrat, 2013-2023, qui devait normalement courir jusqu'à 2023. Ce contrat qui a été fait et signé devant Sa Majesté a été enterré à l'arrivée de Moulay Hafid Al-Alami, qui a mis en place dans le cadre de le plan d'accélération industrielle le contrat de performance, non pas programme, contrat-programme, mais contrat de performance, 2016-2020, qui était un programme ambitieux. 2015-2020. Non, 2016-2020. Je dis bien 2016-2020. Il a été signé en 2016. Et ce programme était ambitieux, était précédé par une étude faite par un cabinet, une très bonne étude, etc. Le problème, c'est que à l'échéance 2020, on était très loin des objectifs. Pourquoi? Pour un chiffre d'affaires prévisionnel de 24,8 milliards de dirhams, on s'est retrouvé avec 13 milliards. Donc on est vraiment très loin. Au niveau de la balance commerciale qui devait être bénéficiaire, on s'est retrouvé avec une balance largement déficitaire, etc. Et pourquoi? Parce qu'il y avait deux ministères qui travaillaient avec deux logiques différentes, voire contradictoires. Le ministère de l'Industrie qui visait la substitution des importations par de la fabrication locale, mais en face, une direction de médicaments de la pharmacie qui délivrait des AMM en importation
de manière abusive, ce qui fait qu'il a torpillé tout le travail qui a été fait. Aujourd'hui, avec le nouveau contrat programme, ce qui est rassurant, c'est qu'il tient compte du contexte de la pandémie, de la nécessité de la souveraineté sanitaire. Donc, je retrouve des choses qui sont très intéressantes, malheureusement noyées aussi dans des choses qui ne sont pas des priorités, mais les chiffres annoncés restent réalisables. Alors, on va rester d'abord sur cette question de bilan, professeur Bleish. Et c'est un bilan, effectivement, bon, beaucoup de choses restent à faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un point qui m'a interpellée, c'est sur le bilan de la convergence de toutes ces politiques publiques. Donc mais vous n'avez cité que le ministère de l'Industrie. Mais où est le ministère de la Santé là-dedans? Justement, moi j'ai parlé d'une divergence et d'une différence d'approche entre le ministère de l'Industrie qui a visé la substitution des importations par la fabrication. Bon, déjà, on a une vision. Déjà, elle a été... C'est-à-dire que quand on voit ce contrat performance, l'ancien, donc ce contrat performance de 2016, effectivement, il a l'ambition de booster cette industrie. Absolument. Mais c'est une industrie qui est relative à la santé. Oui. Donc, quel rôle joue la santé là-dedans? Et la santé, le ministère de tutelle, ça reste le ministère de la Santé. Oui. Parce que tout ce qui est autorisation pour les sites industriels ou les autorisations de médicaments, cela dépend du ministère de la Santé. Ce qui fait qu'il n'y avait pas une... Mais le cadre juridique, est-ce qu'il est transverse? Non. Non, il y a beaucoup de failles. Non, ce n'est pas transverse parce que revus, deux départements qui gèrent deux départements tout à fait différents. Le département de la santé qui gère normalement le médicament avec un cadre juridique spécial et le commerce et de l'industrie qui gère normalement tout ce qui est investissement, tout ce qui est industriel. Donc automatiquement, il n'y a pas de transversal. Voilà. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, avec ce nouveau contrat programme, s'il n'y a pas justement ce travail de coordination entre ces ministères, ça sera la même chose, on va se retrouver à... Mais d'abord sur le cadre juridique. Oui, il y a beaucoup de choses à faire au niveau d'ailleurs de la réglementation. Dès le départ, ça a été identifié comme étant un frein au développement du secteur, déjà dans le contrat de performance 2016-2020. Déjà, c'était un problème. Oui. Très bien. Alors, vient de se joindre à nous Mohamed El Bouhmadi, président de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique, la FMIP. Bonsoir, professeur El Bouhmadi, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, merci beaucoup. Je ne suis pas professeur pour l'instant, je suis que docteur. Docteur, professeur en devenir, Inch'Allah. Alors, docteur El Bouhmadi, justement, avant que vous n'arriviez, vous étiez en train de planter le décor. Dans quel contexte intervient ce nouveau contrat programme, qui a été signé d'ailleurs par la fédération que vous présidez, entre autres. Dans quel contexte intervient-il et quel bilan déjà faites-vous de l'ancien contrat programme ou contrat performance? Très bien. Ce contrat programme tombe à un moment très important de la vie du Maroc en général et de l'économie marocaine et de l'industrie pharmaceutique marocaine. Il tombe à un point nommé au moment où le Maroc est en train de tracer sa voie vers la généralisation de la couverture sociale universelle sous l'impulsion de Sa Majesté que Dieu l'assiste. Donc, il arrive un moment où nous avons besoin d'augmenter nos capacités de production, d'avoir plus de ressources humaines, plus au niveau de l'industrie pharmaceutique, mais en général au niveau du secteur de la santé. Oui. Et donc, il est à un moment bien précis et très important de la vie du Maroc. Par rapport au bilan, effectivement, une des carences de notre système, c'est qu'on fait rarement les bilans. Et on ne fait pratiquement jamais les bilans. Donc on ne construit pas sur quelque chose qui est déjà là, on construit sur un from scratch, c'est-à-dire voilà. de règles. C'est-à-dire, je pense qu'une des règles, c'est de s'arrêter, de faire un bilan et de voir ce qui était positif dans l'ancien système et de capitaliser là-dessus, et ce qui ne l'est pas et de changer. Malheureusement, souvent, dans notre système, dans notre façon de faire, nous évitons de faire des bilans pour ne pas incriminer les gens qui étaient avant nous. Généralement, je pense qu'il faut avoir aujourd'hui le courage politique de s'arrêter, de faire un bilan et également de faire des bilans d'étapes. C'est même ce programme aujourd'hui, il devrait être fait en pensant à faire des bilans d'étapes tout le temps. Et pas attendre l'échéance 2027. Exactement. Et de dire, écoutez, tracer une feuille de route. Et aujourd'hui, nous, au niveau de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique, nous avons pris cet engagement de faire la promotion de ce contrat programme pour que l'ensemble des industriels
puissent prendre connaissance de ce programme, parce que souvent, c'est aussi un problème de communication et de connaissance. Donc, il faudrait que notre rôle, c'est d'accompagner nos membres, et tous les membres d'ailleurs de l'industrie pharmaceutique, tous les opérateurs économiques, pour bénéficier de ce contrat-programme. L'avantage de ce contrat-programme, c'est qu'il est tombé à un bon moment. Il concerne également, par exemple, les extensions. Avant, pour bénéficier de contrat-programme, il fallait un nouveau projet, une fiche projet que vous soumettez, etc., validation au niveau du ministère de la Santé, ministère du Commerce et de l'Industrie et du Commerce, et après, il peut aboutir. Aujourd'hui, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus souple, et notre rôle aussi, c'est de jouer un facilitateur. Est-ce que votre rôle n'est pas aussi de dresser le bilan avant de s'engager sur un nouveau contrat-programme, vous, en tant qu'industriel? Quand nous, on a dressé le bilan. Quand on dresse ce bilan, on ne dit pas qu'il y a zéro réalisation. Oui. Il y a eu quand même des choses qui ont été faites. Tous les actionnaires industriels, les opérateurs industriels marocains, ceux qui avaient des projets, ils ont bénéficié de ce contrat-programme. Il y a eu des investissements qui allaient de 50 millions à 200 millions de dirhams. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a zéro. Je dis que nous avons notre part de responsabilité aussi dans le non-achèvement d'un contrat-programme. Il ne faut pas juste qu'on mette la responsabilité sur les autres. C'est également notre rôle de faire le bilan. Ça n'a pas été fait. Bon, il faut qu'on... Et vous avez été, c'est-à-dire ce nouveau contrat-programme qui a été signé, la fédération, vous, en tant que professionnel, vous avez été impliqué dans son élaboration? On a été associés, tout à fait. On a été associés pour... Dans le contrat-programme, comme vous le savez, il y a des engagements du ministère de l'Industrie et du Commerce, des engagements du ministère de la Santé, des engagements des différents industriels. Nous avons un certain nombre d'engagements. Quand vous dites différents industriels, vous faites allusion aux trois associations représentatives des tout à fait. secteurs. Dans ce contrat-programme, il est signé avec la CGM, mais également avec les deux autres associations, sachant que la FMIP... Pourquoi il n'y a pas une seule association? C'est une très bonne question. Je vous remercie. Nous, on a créé la fédération justement pour qu'elle fédère toutes les industriels de l'industrie pharmaceutique. Sauf que parfois, les intérêts sont divergents. Mais on devrait quand même travailler sur les points communs, les points qui nous réunissent, qui nous unissent. Aujourd'hui, il y a des points qui vous unissent, par exemple celui du générique. Donc, pourquoi avoir une association de générique? Alors, l'association marocaine, historiquement, il n'y avait que la FMIP, que la MIP au départ. Oui. Qui est transformé en FMIP. Et donc, historiquement, il n'y avait qu'une seule association. À un moment de la vie de la MIP, il y a eu des gens qui ont décidé de créer une première dissidence, entre parenthèses, qui est le LEM, pour représenter un peu les intérêts de certaines sociétés étrangères. Et puis, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui font partie de multinationales, qui font partie de la FMIP. Et puis, il y a une autre association des génériqueurs, qui est la MMG, qui a été aussi créée pour défendre un peu les intérêts des génériqueurs. Mais aujourd'hui, je parle de la FMIP, elle représente 75% du chiffre d'affaires marocain, enfin au Maroc, réalisé au Maroc. Elle compte un certain nombre de multinationales, mais également de laboratoires nationaux. C'est 75% de l'exportation, c'est 80% de la contribution fiscale. C'est une institution qui est solide. Je veux dire, c'est un interlocuteur normalement incontournable vis-à-vis des ministères de tutelle au ministère de l'Industrie et du Commerce. Très bien. Alors, avec ce contrat programme, puisque nous y sommes, quels sont les points saillants? Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Alors, bien sûr, il y a beaucoup de chiffres, c'est très ambitieux de porter ce chiffre d'affaires à 15 milliards de dirhams supplémentaires, créer des milliers d'emplois, 16 000 emplois en tout. Un objectif ambitieux, mais atteignable, messieurs, professeur Zalim? Oui, c'est atteignable parce qu'il faut quand même, comme a dit M. Bouhmedi, il faut qu'on se place dans le nouveau environnement, c'est-à-dire la couverture médicale universelle. Qui dit couverture médicale universelle qui va être appliquée à partir du 1er janvier 2023, ça veut dire que vous avez 22 millions de Marocains qui auront un accès aux soins. Donc, automatiquement... Sans compter les ramédications. Non, 22 millions sans compter les 5 millions des gens qui ont déjà l'assurance maladie obligatoire. Donc, on a nous avons maintenant un même système d'assurance maladie qui est général à toute la population marocaine. Qui dit 22 millions plus 5 millions, c'est 27 millions. Donc, automatiquement, c'est un nombre qui est vraiment intéressant. Ça, c'est la première indicateur. Le deuxième indicateur, il faut comprendre que le Maroc gagne en espérance de vie de 5 ans toutes les 10 ans. Donc, qui dit espérance de vie qui est en train d'augmenter, c'est-à-dire les maladies lourdes, c'est-à-dire les maladies de la vieillesse. Donc, automatiquement, la consommation va augmenter. Donc, les chiffres, on peut dire que si on faisait bien des études avec vraiment des indicateurs épidémiologiques et démographiques, on peut atteindre plus. Mais la grande question, c'est la gouvernance du système d'une manière générale, c'est-à-dire
le 1er janvier 2023, c'est dans 2 mois. On aimerait savoir la question qu'on doit poser, est-ce qu'on est prêt ou pas? À qui? Au ministre de la Santé et de la Solidarité. Parce que 27 millions... On a demandé ne serait-ce qu'un représentant du ministère, je le répète peut-être, du ministère de la Santé et de la Protection sociale, mais pas de réponse. 27 millions... Donc on n'aura pas vraiment de réponse ce soir. 27 millions qui auront accès aux soins d'une manière équitable, automatiquement, le chiffre du médicament au Maroc va augmenter. C'est vrai, ça va augmenter si au bout de ces 5 ans, on peut atteindre plus que ce qui est indiqué. Surtout si on a une bonne gouvernance liée au système. C'est-à-dire, maintenant, la question, comment va être le système à partir du 1er janvier 2023? Est-ce que c'est l'ancien système? Est-ce que c'est le mode prépaiement? Est-ce que le mode tiers payant? Donc, on ne sait pas. Donc, pour comprendre comment... Quel est le mode le plus réaliste, selon vous, pour la masse? Maintenant, le plus réaliste, parce que c'est difficile. Parce que vous avez maintenant les gens qui avaient l'assurance maladie obligatoire, il y avait le choix entre, c'est-à-dire le tiers payant, le tiers payant pour certaines prestations, c'est-à-dire pour certaines opérations lourdes, pour certains types de maladies longue durée, donc avec le ticket modérateur, qui normalement n'avance pas de l'argent. D'accord? Normalement, il y a un système. Et il y a le système prépaiement, tu avances de l'argent pour certaines prestations, consultations, analyses radiologiques, et tu fais rembourser. D'accord? Les 22 millions qui incluent les Ramidis et les indépendants, est-ce qu'on va instaurer le système tiers payant? Ils ne vont rien payer, donc c'est la caisse qui va payer, ou le prépaiement? Donc, il y en a. Quel est le montage le plus réaliste? Normalement, ce sont les décideurs actuellement qui travaillent, qui doivent nous dire quel va être le 1er janvier 2023, quelqu'un qui a maintenant l'assurance maladie obligatoire, comment il va faire appel aux structures de soins. Très bien. Je veux réagir sur le contrat programme et sur les ambitions de Mjid Belaiche. Oui. Alors, sur la base, bien sûr, du bilan qu'on a dressé tout à l'heure. Un chiffre annoncé pour l'industrie pharmaceutique de 31 milliards, c'est large, il peut être largement dépassé. Pourquoi? N'oublions pas. Vous trouvez que ce n'est pas assez ambitieux? Oui. Je le dis. Vous confirmez, Si Bouhmadi? Alors, simplement, nous avons fait une étude sectorielle. Oui, je confirme, parce que nous avons fait une étude sectorielle avant même qu'on commence à parler du contrat programme. Et nous avons essayé de voir la projection de l'industrie pharmaceutique dans les 10 et 20 ans à venir. Pourquoi le chiffre est réaliste? Parce que si je prends simplement le projet, de l'usine, enfin la construction de l'usine de Ben Slimane, qui va fabriquer les vaccins, les produits biologiques, etc., c'est une usine qui va fabriquer 900 millions de doses à l'horizon de 2025. Vous imaginez, rien que ça, en chiffre d'affaires, c'est largement possible. Ça dépasse largement les 30 millions. À côté de ça, vous avez aussi toutes les mesures d'accompagnement. Enfin, on en parlera. Très bien. Alors je vous laisse finir. Il y a 2 éléments qu'on ne doit pas oublier. À l'horizon 2027, on sera 37 millions de Marocains. Et on parle d'intégrer, aujourd'hui c'est 11 millions qui sont déjà couverts, on parle d'intégrer le reste des Marocains. Le chiffre qui était avancé au début de 22 millions, non. Plutôt, ça va être aux alentours de 26 millions. Donc on va être au total 37 millions de Marocains qui vont bénéficier du système de couverture. Ça représente 3,4 fois les gens qui sont actuellement. Tous ces gens-là vont venir avec leurs besoins en médicaments, et notamment en médicaments lourds. Il y a ce facteur démographique, il y a le facteur vieillissement de la population. Aujourd'hui, 10% à peu près des personnes plus âgées consomment 50% de médicaments. Ça veut dire plus on avance dans l'âge et plus les besoins en médicaments et en soins vont être plus importants. Tous ces facteurs-là projettent beaucoup plus vers les 40 milliards que vers les 31 milliards, même en tenant compte des baisses de prix de médicaments, même en tenant compte des économies générées qui sont très importantes, et on peut en parler des génériques, les 22, sur une période de 2016-2021, c'est 22 milliards d'économisés par les médicaments génériques. Et pourtant, ils ne sont pas très démocratisés. Et écoutez, aujourd'hui, ces médicaments génériques au Maroc. Honnêtement, ils représentent aujourd'hui une boîte sur 2. Ah oui, une boîte sur 2. Il est vrai qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Qu'on peut aller vers les 60-70%.
En Égypte, c'est facilement. 60%, par exemple. En Ah, Égypte, absolument. 60%, en Allemagne, 80%, etc. Mais avec ce que nous avons, il y a des économies très importantes qui sont générées, et c'est tant mieux pour les équilibres du futur système de santé. Donc, côté chiffres, pour le chiffre d'affaires, il n'y a aucun problème. Pour l'emploi, là aussi, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça, surtout que nous avons mis les pieds dans la biotechnologie avec l'histoire des vaccins. Mais quand on dit vaccin, quand on met le pied, on ne va pas rester dans le vaccin Covid, on va passer vers d'autres vaccins, on va passer vers les anticorps monoclonaux pour les cancers et tout ça. Ça veut dire qu'on doit carrément chercher ou former des cadres avec une nouvelle culture, qui est la biotechnologie, qui n'a rien à voir avec le fonctionnement pharmaceutique chimique, qui est autre chose. Et donc les besoins, les 16 000 emplois, dont 6 000 directs et le reste indirect, c'est faisable. C'est faisable. Mais quels emplois? À condition. C'est quoi ces emplois? On parle d'emplois qualifiés, là? On parle de... Oui, bien sûr, bien sûr. À condition de viser plus la fabrication. Parce que qu'est-ce qui crée l'emploi réellement? Ce n'est pas l'importation, c'est la fabrication. Bah oui. Parce qu'il y a plusieurs fonctions. La production, le contrôle qualité, l'assurance qualité, énormément de choses. Et donc, nous avons besoin de beaucoup du monde. Par contre, quand vous ne faites qu'importer, vous avez besoin de 2 personnes, un pour le marketing, un pour le commercial, et le problème est réglé. Donc, oui, ces chiffres restent réalistes. On a les industriels avec nous, Mohamed Bouhmadi, sur cette carence, j'ai envie de dire, peut-être, qui pourrait être récupérée, qui pourrait être soignée sur cette industrie-là. Le contrat-programme a les réponses pour cela, selon vous? Le contrat-programme, il va apporter une panoplie, normalement, en théorie, donc Inch'Allah, j'espère en pratique, une panoplie de réglementation, de modes de financement adaptés, justement pour contribuer à ce que notre industrie pharmaceutique soit souveraine. Vous savez, le système de santé, les gens parlaient du nombre de patients qui va être introduit et ces animaux aussi. Donc si, par exemple, on considère que la totalité de la population va être couverte par le système de couverture sociale universelle, ça suppose qu'on doit avoir une industrie pharmaceutique souveraine. C'est indispensable. On ne peut pas dépendre de l'étranger. Et vous avez vu dans la pandémie du Covid qu'on a vécue avant, si vous faites une analyse régionale et puis nationale, vous verrez que tous les pays de la Méditerranée ont eu à subir de la chaîne de valeur qui dépendait essentiellement de l'Asie du Sud-Est. Et donc, ils étaient à la fin obligés de relocaliser leur industrie chez eux. Donc, nous, on doit anticiper. L'industrie marocaine existe déjà. Elle a beaucoup de capacités. Aujourd'hui, on peut répondre à 80% des besoins et on peut exporter jusqu'à 45% de notre production. Donc, ce contrat-programme, avec toute sa panoplie d'éléments réglementaires et de financement, va permettre réellement de créer une certaine dynamique. Et les chiffres qui ont été annoncés, pour moi, ils sont tout à fait réalistes. Par rapport à la formation qui a été évoquée, la FMIP a signé un contrat, un programme, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, avec la CGM, pour créer un institut de formation des métiers de l'industrie pharmaceutique. Donc cet institut, ce sera de la formation théorique, mais également pratique, parce que ce sera... Quand on parle d'écosystème, de toute façon, sans formation, il existe pas. Ça ne sert à rien. Donc, il faut absolument les ressources nécessaires. Et donc, nous avons travaillé sur le dimensionnement de cette usine, cet institut de formation. Et donc, il sera amené à former nos techniciens supérieurs. 2023, normalement, peut-être 2024, s'il y a du retard. Normalement, on a déjà avancé. Il y a le terrain qui était déjà accordé. Les études de cadrage ont été faites. Le dimensionnement de l'usine et de l'Institut a été fait. Donc on avance normalement en principe 2023-2024, si tout va bien. Vous avez parlé de souveraineté sanitaire. Le plus important aussi, c'est de créer des opportunités d'investissement. Est-ce qu'il est bon aujourd'hui d'investir dans le secteur pharmaceutique? Oui, tout à fait. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le secteur de l'industrie pharmaceutique est très... il y a un focus important des fonds d'investissement vers le secteur de l'industrie au Maroc. Il y a eu pas mal de transactions ces derniers temps, vous avez vu ça, des changements d'actionnariat, des sociétés qui ont été vendues. Des extensions, vous en avez parlé tout à l'heure. Tout à fait. Donc le marché marocain et les porteurs, bien évidemment, il subit un certain nombre de facteurs étrangers et extérieurs, comme la matière première qui n'a pas arrêté de flamber, comme les coûts de transport qui n'ont pas arrêté de flamber,
Et comme vous le savez, les prix sont bloqués, donc vous avez les coûts qui montent, le prix est bloqué à un moment, on arrive le prix est bloqué, il baisse le prix. Il baisse. Vous en pensez quoi, vous, en tant qu'industriel de ces... Je vous donne la parole juste après, professeur Zalim, mais vraiment, ça m'a interpellée. Vous en pensez quoi, la baisse des prix des médicaments? Est-ce que c'est toujours rentable pour vous? Est-ce que c'est toujours une bonne idée de fabriquer localement? Notre position, c'est de dire qu'il faudrait arrêter la baisse à un certain moment. C'est-à-dire que les produits avec un petit prix, ça ne sert à rien de baisser. Imaginez un patient qui va dans une pharmacie pour acheter un produit à 18 dirhams et qu'on lui dit maintenant ça coûte 17 dirhams 60. C'est rien pour lui. C'est-à-dire même les pièces jaunes, le pharmacien, parfois, il a du mal à les trouver pour rendre la monnaie. Donc, il faut arrêter de baisser les prix quand les produits sont à des bas prix. Pourquoi? Parce que lorsqu'on baisse les prix des produits pas chers, on finit par les arrêter parce qu'ils ne sont plus rentables et on demande au ministère de la Santé la suppression d'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Pendant ce temps-là, ils peuvent être remplacés par des produits restants beaucoup plus chers. Donc, en matière d'économie de la santé, ça ne sert à rien. Donc, il faut absolument... Parfois, il y a des réajustements légaux, réglementaires qui se font tous les 5 ans. Lorsqu'il y a une baisse pour un produit, il y a des baisses qui sont faites. Mais parfois, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi des baisses tactiques. Certains laboratoires, les Big Pharma, lorsqu'un produit est complètement amorti, ils vont baisser le prix pour décourager le générique d'exister, donc il va disparaître. Et pendant ce temps-là, ils vont lancer un nouveau produit avec un prix plus cher. Mais ça ne risque pas de faire disparaître aussi des produits. Je parle aussi de cette baisse de TVA. Alors, la baisse de TVA, c'est autre chose. La baisse de TVA, c'est autre chose. La baisse de TVA, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui est déjà juste une correction par rapport à une anomalie. Dans plusieurs pays arabes, il n'y a pas de TVA pour le médicament. Vous imaginez bien que ce n'est pas logique que le malade qui a une maladie paye une TVA sur sa maladie. Ça n'a pas de sens. Et la TVA ne concerne pas que le médicament, elle va concerner également les soins, l'hospitalisation, les dispositifs médicaux, les compléments alimentaires et plein de choses. Donc, pour le médicament, pour moi, c'est essentiel qu'il n'y ait pas de TVA. Maintenant, on dit au niveau de l'industrie... Il n'y a pas du tout, en fait. Il n'y a pas de TVA. Donc, vous êtes pour la suppression de la TVA? Aujourd'hui, il y a déjà une exonération pour un certain nombre de classes qui paient zéro. On n'a pas de TVA. Pour les produits anticancéreux, le diabète, l'asthme, l'hypertension, la fertilité, les vaccins, les produits dont les prix sont supérieurs à 588 dirhams sont déjà exonérés. Donc, lorsqu'on va exonérer, on va exonérer le reste. Mais c'est bien. Simplement, on demande une vision globale au niveau de l'industrie pharmaceutique. On dit que nous, on est des entreprises économiques. Si aujourd'hui, on va facturer les produits pharmaceutiques sans TVA, alors que nous, on a acheté les entrants, on a acheté les investissements avec une TVA, la matière première et les composants sont à 7%, pour votre information. Les investissements sont à 20%. Donc, on a un crédit TVA vis-à-vis de l'État. C'est ça en introduction, en effet. Tout à fait. Donc 20%, vous voulez que l'État soit il nous rembourse rapidement, il y a un mécanisme de remboursement rapide, accéléré, soit une exonération carrément de la TVA. Très bien. Un commentaire, professeur Zalim, sur cette question de fiscalité, et surtout qu'on est à la veille de présentation du projet de loi de finances au Parlement. Ce qui est dit M. El Behmadi, c'est logique. Donc, ce qui est logique, que le TVA alourdit le système, surtout au niveau de la fixation du prix. Donc, il a dit on a exonéré pas mal de médicaments, c'est une correction. Le problème, c'est qu'il faut qu'on voit les choses économiquement dans sa globalité. Nous avons un système de fixation de prix qui, normalement, rend la tâche difficile aux industriels et au secteur. C'est-à-dire... C'est une question de fiscalité? Non, ce n'est pas question de calcul de prix. La façon avec lequel on fait le calcul de prix est tout à fait dépassée. Pourquoi elle est dépassée? Parce que lorsqu'on fait un calcul de prix en se basant sur le prix fabricant hors taxe, ce prix fabricant hors taxe d'un même médicament fabriqué par deux industriels différentes, il est tout à fait différent. Tout à fait différent. Le même médicament fabriqué dans les pays de benchmark, le prix fabricant est tout à fait différent. Donc, on se base sur un prix théorique, alors la réalité est autre chose. Donc, il fallait maintenant, avec la couverture médicale universelle, il fallait penser à un système plus harmonieux. C'est-à-dire, il faut qu'on indexe la fixation du prix du médicament sur le système de remboursement. C'est très simple. On ne peut pas rembourser tous les médicaments. Il faut qu'on rembourse les médicaments qui apportent une valeur ou qui apportent ce qu'on appelle un service médical rendu majeur à la maladie. Donc, qui dit ça? Il faut faire une étude vraiment, pharmaco-économique, parce que ce n'est pas que le médicament, c'est même la qualité de vie. Donc, il faut voir la qualité de vie. Il y a beaucoup de... C'est du rôle de qui? À qui incombe
Normalement, cette responsabilité, j'aime bien poser cette question non, c'est très à simple. mes intervenants. C'est très simple. Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que c'est la prochaine agence nationale du médicament? Qui? Non, c'est normalement, c'est l'autorité de santé qui doit chapeauter le système de fixation de prix. Je m'explique. Donc, il faut que l'émission soit bien définie. Donc ce ne serait pas le rôle... Non. On a discuté de ce projet d'agence nationale du médicament. C'est-à-dire, moi, je dis que plateau. l'agence du médicament va donner l'autorisation de mise sur le marché. Donc, sa mission se limite à ça. Donc, au niveau de la haute autorité de santé, on a un certain nombre de niveaux. On a par exemple ce qu'on appelle la commission de transparence. C'est une commission qui va décider est-ce que le médicament va être remboursé ou pas, en faisant des études pharmaco-économiques et en faisant ce qu'on appelle le service médical rendu. Qu'est-ce que c'est le service médical rendu? D'une manière très simple. Vous avez un médicament, qu'est-ce qu'il va apporter au patient sur le plan efficacité, sur le plan effet indésirable et sur le plan mode de vie et sur le plan prise en charge. Donc automatiquement, on dit ce médicament va être remboursé ou pas. Et après, il y a une autre comité économique des produits de santé. C'est elle qui va dire, c'est elle qui va fixer le prix et c'est elle qui va fixer le taux de remboursement. Okay. Parce que maintenant, on a un taux de remboursement de 70% pour la majorité et 100% pour un certain nombre de médicaments. Là, je vous donne la parole juste après. Oui, alors moi je voudrais attirer l'attention sur le fait que déjà le décret de fixation des prix des médicaments qui a été sorti fin 2013 et appliqué en 2014 et déjà en lui-même pose problème en ce sens qu'il a violé la loi sur la liberté des prix et de la concurrence puisque logiquement ce décret devait passer par le Conseil de la concurrence pour être examiné, ce qui n'a pas été le cas. Pour un problème de vice de forme, c'est le ministre de la Santé qui a envoyé le document et non pas le Premier ministre. Et donc, ça ne s'est jamais fait. Et aujourd'hui, c'est un décret qui est en situation d'illégalité. Dans ce décret, quand on l'examine, nous trouvons beaucoup d'aberrations. La première, c'est le fait d'accorder aux importateurs 10% de marge qui est payé par le patient et les organismes gestionnaires de l'assurance maladie. Alors qu'avant ça, avant 2014, c'était les multinationales qui transféraient à leur importateur une marge et le patient était neutre par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la possibilité, effectivement, c'est ce que j'appelle prendre en otage. Vous avez, par exemple, un laboratoire multinational qui a un princeps à un certain prix. Le même laboratoire peut vous sortir un générique au prix le plus bas. Et à partir du moment où nous avons ce générique, tous les génériques qui vont arriver après vont être obligés de s'aligner et donc de se retrouver à un niveau où ils n'auront pas de rentabilité et donc ils vont disparaître. Ça, c'est un point aussi qu'il faut corriger. Il y a plein de choses à corriger au niveau de ce décret de fixation de prix. Alors, pour revenir à la TVA, quand le Maroc il avait fait le benchmark, le choix de comparer les prix dans plusieurs pays est remarquable. Sauf que les pays de benchmark choisis sont des pays beaucoup plus puissants que le Maroc. La France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Arabie saoudite, la Turquie, c'est des pays qui ont des économies puissantes, etc. Et on ne peut pas comparer le système de santé marocain ou l'industrie marocaine avec ces pays-là. Et ils avaient décidé que c'est le produit le plus bas dans ces pays qui va être retenu, sortie usine. Ça aussi, c'est une aberration par rapport aux fixations de prix. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses. Benchmarker le prix, mais par contre, la TVA n'a pas été benchmarkée, puisque en Arabie saoudite, elle est à 0%. En France, elle est très basse. La moyenne, même avec celui de la Turquie qui est à 8%, la moyenne sur l'ensemble de ces pays n'est que de 4,2%. Donc, on est une TVA. Et dans les pays arabes, effectivement, il n'y a pas de TVA. Donc, tout ça, il faut arriver à supprimer la TVA qui existe aujourd'hui au niveau de la première et la deuxième tranche, c'est-à-dire les médicaments dont le prix est inférieur à 1000 dirhams, parce que ces produits-là représentent aujourd'hui 99% de l'ensemble des médicaments achetés en pharmacie. Donc, il ne faut pas dire « moi, je ne supprime que pour les produits coûteux ». Très bien.
nous reste 5 minutes, messieurs. Mohamed El Bouhmadi, Juste quelque chose à ajouter par rapport à cela, par rapport à la fiscalité dans ce PLF? Ok. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant qu'industriel? Nous avons toute une liste de demandes dans le... On va en prendre l'essentiel. Hein? Quelques-uns. Donc, juste par rapport à une aberration au niveau de la TVA, aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique, les laboratoires pharmaceutiques marocains, ou tous les laboratoires dont les produits sont commercialisés au Maroc, lorsqu'ils donnent un échantillon gratuit aux médecins, ils paient la TVA dessus. Un échantillon gratuit, on paie la TVA. Donc, déjà, ça, c'est pas normal. Vous voyez, on ne fait pas de chiffre d'affaires, pourtant, on doit payer une TVA sur un produit où on donne une information à un médecin pour qu'il connaisse le produit. Donc, c'est une correction qu'on a demandée dans le projet de loi de finances 2023. Nous avons demandé, enfin, si je reviens rapidement sur la partie prix et remboursement, ce que nous demandons, nous, c'est que, qu'il y ait des protocoles thérapeutiques, qu'il y ait un parcours de soins, qu'on fasse des économies par rapport à ce genre de choses. Et à ce moment-là, dans les produits qui sont dans les protocoles thérapeutiques, on peut faire des efforts au niveau du prix. Par contre, les produits qui ne sont pas dans les protocoles, il ne faut pas qu'on touche leur prix. Il faut qu'on même, et les produits qui sont concernés, on doit même laisser les prix libres pour qu'il y ait une certaine concurrence au niveau du marché. Donc ça, c'est par rapport au prix. Par rapport à la loi de finances donc 2023, nous avons demandé, par exemple, qu'il y ait une exonération de l'IS pendant 5 ans. Quand vous voulez faire un laboratoire pharmaceutique, vous passez au moins 2 à 3 ans à faire les process, l'usine, construire acheter les machines, les faire venir, les valider, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, l'IS, on paye à partir du moment de la création de la société, de l'exploitation, on commence à payer l'IS. Donc on a demandé à ce que ça soit revu. On a demandé également à ce que l'IS on soit considéré comme des sociétés industrielles. Aujourd'hui, on a un IS de 31%, alors qu'on devrait être à 28%. C'est déjà une aberration au niveau de la loi de finances. Et donc, il y a un certain nombre de demandes qu'on a formulées à travers la CGM, puisqu'on est membre de la CGM, pour que ça soit tenu en théâtre. Donc, une qui, parce que vous êtes une fédération pour l'industrie et l'innovation pharmaceutique, donc une sur la R&D et l'innovation. Tout à fait. On a demandé à ce que les frais de recherche, 50% des frais engagés par la recherche, puissent avoir un abattement au niveau de... Combien représentent ces frais normalement dans l'ensemble des frais d'une entreprise pharmaceutique en moyenne? En moyenne, en général, il faut que ça soit aux alentours de 5% de chiffre d'affaires. Donc sur ces 5%, vous demandez 50% de remise sur les impôts, sur l'impôt crédit. Un crédit d'impôt par rapport à ça, pour encourager la recherche médicale. Aujourd'hui, beaucoup de laboratoires font du développement, mais ils payent ça de leur... Ce sont des multinationales ou des laboratoires? Même des laboratoires nationaux, tout à fait. Aujourd'hui, beaucoup de laboratoires font de la recherche, ont signé, moi-même j'ai signé des contrats, des conventions avec des universités, pour ne pas citer celle de Mohamed V de Rabat, de l'université Mohamed VI de Mengrir, Fès, Agadir, etc. Donc on a signé des conventions. On a signé aussi des conventions avec l'Agence nationale de la promotion des plantes médicinales et aromatiques pour faire justement de la valorisation des plantes médicinales marocaines et du cannabis aussi. Et donc il y a de la recherche qui est faite aujourd'hui, en plus du développement organique qui est fait par pratiquement tous les laboratoires marocains. Un dernier mot, professeur Zali. Donc le dernier mot, c'est que ce projet-là, ce contrat de programme, c'est vrai, c'est une opportunité pour répondre à beaucoup de choses dans le cadre de l'industrie pharmaceutique. Donc ce qu'il reste, c'est la bonne gouvernance et le changement de mentalité des gens. Depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de soulever cette question de bonne gouvernance. C'est quoi la bonne gouvernance? La bonne gouvernance. Quelles sont les clés de cette bonne gouvernance? On parle d'une haute autorité. D'ailleurs, ça a été discuté avec vous, avec Sylvain, dans une émission précédente. On parle de bonne gouvernance, on parle de haute autorité qui serait indépendante du ministère. Quel serait alors le rôle du ministère dans cette gouvernance? En tout cas, avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, comment aspirer à une bonne gouvernance de la santé au Maroc? C'est-à-dire une grande transparence dans les procédures d'obtention d'AMM, des certificats d'enregistrement, un bon encadrement et un bon encadrement le secteur pharmaceutique dans sa globalité, industrie, grossiste, répartiteur. Il faut revoir... D'ailleurs, les grossistes et répartiteurs ne sont pas inclus dans ce contrat de programme. Ni les pharmaciens d'officine, alors que ce sont deux acteurs qui sont essentiels et qui complètent l'industrie pharmaceutique. Donc l'industrie pharmaceutique, sans les grossistes répartiteurs, ils ne peuvent pas faire la répartition sur tout l'ensemble du Maroc. Les pharmaciens d'officine qui sont présents dans presque tout le Maroc, ils sont présents dans des endroits où il n'y a même pas un dispensaire. Et ce sont un secteur qui travaille 24 heures sur 24. Vous pensez quoi justement sur cette question de droit de substitution réclamée par...
Non, le droit de substitution, c'est très simple. Le droit de substitution, c'est une Pour part. les génériques. Pour les génériques, Oui, non. c'est pour les professionnels d'officine. Oui, C'est le cela. droit de substitution, il est devenu essentiel après le Covid. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de ruptures de stock. On a beaucoup de ruptures de stock, donc automatiquement, il ne faut pas laisser aux patients faire 10 pharmacies alors qu'on peut faire le droit de substitution, dire le même médicament, c'est-à-dire c'est que le nom de marque qui change, premièrement, et qui a l'autorisation de mise sur le marché, deuxièmement. Deuxièmement, le droit de substitution va encourager le générique, qui dit encourager le générique, un taux de pénétration plus élevé, donc un gain économique pour le système de la couverture universelle médicale. Donc le droit de substitution, il est devenu essentiel dans le contexte actuel pour éviter le problème des ruptures de stock et pour avoir un équilibre financier. Il y a la caisse qui va gérer tout ça. Donc pour revenir à la question de la gouvernance. La et de gouvernance, c'est très simple. La transparence. transparence, il faut qu'on revoie notre cadre juridique. Revoir le cadre juridique et revoir la manière de Son application. c'est-à-dire Parce que peut-être que le cadre juridique existe et que son application Non. est biaisée. Non, c'est pas. On évolue rapidement. Donc, automatiquement, l'évolution au niveau de l'industrie pharmaceutique, la recherche, le développement, on évolue rapidement. Automatiquement, il faut que cette réglementation soit adaptée. On est dans l'ère de la digitalisation. Donc, il faut avoir les moyens de digitaliser le système de processus d'AMM qui va répondre aux attentes de l'industrie. Et l'industrie, qu'est-ce qu'il veut? Il veut rapidement l'AMM, rapidement le prix, rapidement le remboursement pour qu'il commercialise le produit. Le patient marocain, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le médicament disponible, un article avec un prix qui est raisonnable. Donc, arriver à ça, donc il faut s'asseoir autour de table avec des gens responsables et sages et discuter parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais le problème, à qui? À qui? À qui? Ils ne sont pas là. Abdelhamid Belaïch, un dernier mot, notamment sur ce dernier point, sur ce point de gouvernance. Alors la gouvernance, c'est d'abord des objectifs et une évaluation à faire à mesure pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à cet objectif. S'il n'y a pas cette évaluation à faire à mesure, ou si on ne fixe pas dès le départ des objectifs à... Mais l'objectif numéro 1, déjà, c'est que c'est l'accès aux médicaments. Oui. Il y a aujourd'hui, en 2022, la rupture de certains médicaments, pour ne citer que le lévothyrox, sans lequel on peut mourir. Oui. Et on se retrouve encore aujourd'hui à trouver des messages sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille en officine? Est-ce que vous pouvez me retrouver une boîte, 2 boîtes de lévothyrox parce que ma tante ne dispose que d'un petit stock? Enfin, je veux dire, la question principale, c'est l'accès, c'est Oui. l'accès à ce médicament. Ben justement, Donc la gouvernance, oui, mais il y a des choses aussi qui sont frappantes. Justement, quand on est dans une politique de baisse continue, Le prix. sans qu'on voit est-ce qu'il y a une adéquation déjà avec les matières premières ou avec le produit même fini, dans le cas, puisque c'est un produit importé, eh bien déjà, le fait de fabriquer localement permet déjà de réduire le risque de pénurie. Deuxièmement, le fait d'avoir des génériques. Si on avait 2 ou 3 génériques de lévothyrox, ce problème, ça ne se poserait pas. Parce que pour tous les médicaments qui ont des génériques, un produit disparaît, l'autre le remplace immédiatement. Mais c'est ça le problème, c'est les produits qui sont aujourd'hui en monopole qui posent problème. Et tant qu'on... Monopole et prix. Monopole et prix. Monopole et prix, oui. Et les prix de lévothyrox, ils sont plus 6,80, bas que bas. Hein. 6,80, 14 dirhams. Et Voilà, 21 dirhams. absolument. Et on comprend que Personne ne va investir pour fabriquer ces produits-là. on comprend Pas que le rentable. produit disparaît. La Turquie, qui avait une politique drastique de baisse de prix, aujourd'hui, il a de gros problèmes de pénurie de médicaments. Il y a de nombreux médicaments qui ont disparu du marché, surtout après ce qui s'est passé dans le Covid. Donc, il faut faire attention. Les prix doivent être mis en adéquation avec le coût des matières premières, de la production, etc. On ne doit pas chercher à être dans une position purement politique et de dire « bon, je vais baisser les prix ». Oui, parce que ça sonne bien et puis c'est un bon Oui, c'est slogan beau, politique. bien sûr. Bien sûr. Mais je vais vous dire c'est une bonne chose. promesse pour La baisse de 2014, les électeurs. la baisse de prix de 2014, on espérait que le marché allait exploser en volume. Or, le marché est resté plat entre 2014 et 2019. Il n'a pas bougé, il est resté plat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne sert à rien de baisser le prix des médicaments s'il n'y a pas d'abord une assurance maladie et donc la possibilité d'accéder aux soins. Parce qu'avant d'acheter ce médicament, il faut bien que je paie ma consultation, Oui. mes analyses, etc. Merci, Donc, merci, ça, le c'est Abdelhamid problème. Belaïch. Un dernier mot, Mohamed Bouhmadi. J'ai pour beaucoup de choses à clore dire. ce J'ai débat. beaucoup de choses à dire malheureusement, mais bon, le temps presse par rapport aux produits qui sont en pénurie, en situation de pénurie.
qui sont des produits à bas prix, que nous ne trouvons pas, par exemple, pour la réanimation des enfants, que nous ne trouvons pas qui sont des produits vitaux. Il y a une commission qui a été créée par le ministère de la Santé, la DMP et la Fédération de la Santé du Maroc, où plusieurs intervenants ont été invités à des réunions. On a tenu plusieurs réunions pour arrêter une liste de produits essentiels. Et pour ces produits essentiels, la liste a été diffusée il n'y a pas très longtemps, les laboratoires vont se proposer de trouver des solutions, fabriquer les produits ou les importer. Et le ministère, normalement, il est OK pour faire des prix qui permettent d'exploiter ces produits. Donc ça, c'est un premier point, une première réponse. Ensuite, par rapport à la problématique globale qu'on a au Maroc, c'est que les médicaments, il y a eu des baisses de prix de 2014, qui étaient des baisses, à mon avis, plus politiques qu'autre chose. Lorsqu'on a baissé, on a parlé de 3000 produits, il y a eu, si vous faites la liste, vous avez très très peu de produits où il y avait vraiment une baisse, sinon c'était des réajustements de quelques centimes et ça a perturbé le marché, etc. Et ça a même stoppé des projets. Il y a eu des projets, et moi je suis concerné. D'investissement. On avait créé une JV avec des laboratoires, des étrangers, pour créer une usine pharmaceutique au Maroc pour fabriquer à l'époque, en 2014, des produits d'oncologie et pour exporter 75% à l'étranger et 25% au Maroc. Et le projet a capoté parce que le prix de référence est devenu trop bas pour exploiter le produit à l'étranger. Très bien. Donc, c'était le dernier point. Je peux vous dire que non, il y a encore des choses à dire. Simplement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le patient est au centre de nos intérêts. C'est ça le plus important. Nous avons besoin que nos patients marocains puissent avoir accès à des médicaments de qualité, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, avec des prix raisonnables. Mais on doit également... Vous pouvez aussi réfléchir en tant qu'entrepreneur et investisseur. C'est la deuxième partie de ma réflexion, c'est de dire, et nous sommes des entreprises citoyennes, mais surtout économiques. Donc on a besoin de maintenir un équilibre économique entre les charges qui augmentent et les prix qui baissent. Donc à un moment, il faut trouver un équilibre pour que l'industrie qui a 60 ans d'existence puisse rester de façon pérenne. Équilibre, gouvernance, transparence, mais aussi vision et accès. Merci messieurs, merci Siad Moujid Blaïch, Mohamed Bouhamadi, merci Siad Hafed Zali, merci d'avoir enrichi ce débat autour de l'industrie pharmaceutique ce soir. Merci à vous pour votre fidélité à l'émission Question d'actu. Très bonne soirée à toutes et à tous.